Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau preview pour la saison 2022-2023 et cette fois-ci on s'attaque aux Hawks de Chicago et je tiens à dire d'entrée de jeu pour les partisans des Hawks de Chicago, je compatis. Oh! Quelle année de misère est-ce que vous avez connue? C'est hallucinant. Non seulement est-ce que l'organisation a été frappée par un scandale sexuel qui vient du passé, mais ça a engendré tellement de choses sur l'organisation, dont entre autres de la pression, bien entendu, médiatique. Alors non seulement les Hawks ont eu à dealer à une certaine époque par rapport au nom même de l'équipe, puisqu'on fait référence ici à un Black Hawk, donc est-ce que c'est de porter offense aux Premières Nations? Ça a déjà été comme un scandale qui a touché l'équipe il y a 2 ans, et là, l'année passée, le scandale sexuel est revenu très très fort. Ça a le fait qu'on a pratiquement tout le monde est parti de l'ancienne garde des Hawks de Chicago. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau coach, un nouveau DG, puis au niveau de toute la structure, là, les plus hauts gradés, là, la vieille garde, elle n'est plus là. Puis ça a même coûté la job à Joel Canville en Floride. Fait que, bref, c'est ce qui fait que l'organisation a essuyé son lot de problèmes l'année passée et en plus, on avait de la difficulté à performer. Donc pour les fans des Hawks, c'est pas facile. Mais Colin de Bin, on veut faire un rebuild puis on échange de Brinkett. De Brinkett, il est jeune. Il est pas fini, il est jeune. Fait que peut-être qu'Alex de Brinkett a demandé un échange, ça je ne sais pas. Dans le cas de Kirby Dack, je pense qu'il y avait encore du temps pour la patience, puis on a décidé de l'échanger aussi. Fait que du côté des Hawks, là, on est vraiment... Si je disais que les Coyotes sont all-in pour Connor Bedard, les Hawks le sont encore plus. Cette organisation-là, je peux pas croire que Jonathan Toews et Patrick Kane vont finir la saison à Chicago. Ça se pourrait que ça l'arrive s'ils ont la difficulté à les échanger. Kane, ça m'étonnerait. Je pense qu'on va trouver preneur si besoin il y a. Toews, peut-être, ça serait plus difficile parce qu'il gagne quand même un gros salaire, là, mais... ça ne sera pas une équipe qui va être une équipe compétitive cette année. Alors, les Hawks de Chicago, on arrive avec un nouveau coach, Luke Richardson, qu'on a connu à Montréal d'ailleurs. C'est un gars qui est surtout connu comme étant très proche des joueurs. Fait qu'il y a une bonne communication. À savoir, en tant qu'entraîneur-chef, est-ce que c'est nécessairement le meilleur choix? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que c'est un gars qui est connu comme étant très respectueux. Fait qu'à ce niveau-là, c'est intéressant. Puis le coaching staff qu'on a eu avant n'a pas réussi à faire performer l'équipe. Fait que d'avoir un changement, c'est pas mauvais à ce niveau-là. Et par la suite, en termes de DG, on arrive avec Cal Davidson. Je ne le connais pas beaucoup, donc je ne peux pas vraiment entrer dans les détails pour ce qui est de lui. La saison 2020-21, on parle de 24 victoires, 25 défaites, 7 défaites en prolongation pour un total de 55 points. On a terminé 21e dans la ligue et 27e cette année. Vous comprenez donc que ça s'en va pas vers le mieux. Ce qu'on veut actuellement chez les Hawks, c'est aller chercher un meilleur choix. T'sais, des choix le plus élevé possible. Un total de 28 victoires, 42 défaites et 12 défaites en prolongation l'année passée, ce qui nous ramène donc à 28 victoires et 54 défaites. Ouch! Le temps a été long à Chicago. 68 points au total. On a une moyenne de buts marqués de 2,60, ce qui représente la 29e attaque dans la LNH. 3,52, ce qui est vraiment pas bon. Un avantage numérique à 19,2, ce qui est quand même pas trop mauvais. Et un désavantage à 76,2, ce qui est pas très bon non plus. On a terminé 14e sur 16 dans la conférence de l'Ouest et 27e total dans la Ligue. Et bien entendu, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Du côté des Hawks de Chicago, l'année passée, on avait quand même eu la chance d'avoir un Fleury qui était comme des fois performant, des fois pas trop performant. Marc-André Fleury en 45 matchs, 2,95, 908 d'efficacité. Par contre, on a pris la décision de l'échanger en fin de saison au Minnesota. C'est peut-être de rendre service au gars aussi, parce que là, il s'en va dans une équipe qui est clairement plus compétitive. Marc-André Fleury, dans son cas, c'est pas un gars qui est en début de carrière. Donc, il a peut-être pas 5 ans devant lui. Fait que je trouve quand même que ça a été sympathique d'y donner la chance d'aller dans une équipe qui est plus compétitive au Minnesota, plutôt que de le garder, parce que les Hawks, c'est clair que ça ne sera pas une équipe compétitive de cette année. Du côté de Lankinen, ça a été quand même assez difficile l'année passée. 32 matchs, 3,50 de moyenne, 891 d'efficacité. Fait que ça n'a pas été facile, là, mettons, du côté des gardiens de but. Alors, il faut ajouter à ça que on a eu un gars comme Dylan Strome qui a été comme irrégulier, 48 points en 69 matchs l'année passée, mais dans le cas de Strome, il a même été coupé de l'alignement à quelques reprises. On a essayé de le mettre comme de l'avant en vitrine pour pouvoir l'échanger, mais c'était difficile quand même pour Dylan Strome de son côté. Du côté de Alex DeBrincat, on a connu une excellente saison et on peut le montrer par ses 41 points. En plus de ses 41 points, 41 buts, dis-je bien, 78 points du côté de Alex DeBrincat. Le petit attaquant a très bien fait et on a décidé de l'échanger. Fait que j'assume, il y a dû avoir une demande, il y a dû avoir quelque chose de la part d'Alex DeBrincat pour qu'on l'échange parce qu'il venait de connaître une excellente saison. Plus de 40 buts, puis on l'échange au Sénateur.
I don't know. Le meilleur en termes de points aurait été Patrick Kane avec 92 points et le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Seth Jones en 78 matchs, 51 points mais moins 37. Ça a été plus difficile défensivement, mais 51 points c'est quand même très bon en termes de production du côté de Seth Jones. Du côté de Seth Jones, on est vraiment le général à la défensive parce que c'est une défensive qui n'est pas très solide du côté des Hawks de Chicago et je vous passe pour ce qui est des gardiens de but. Si ça a été so-so l'année passée, ça risque d'être catastrophique cette année. Fait que bref, le temps va être long. Hein. Seth Jones il a signé pour plusieurs années, pauvre petit gars. Maintenant, on va vous parler des 3 espoirs du alacoupe.ca. Les espoirs du alacoupe.ca, c'est en fait des espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Hawks de Chicago. Lucas Reichel est probablement le meilleur espoir, ou du moins celui qui est le plus proche d'atteindre la LNH. Puis moi, j'y vais all-in. Je te mets ça, premier trio. Bang! Lucas Reichel, c'est un ailier gauche de 20 ans, mais il est capable de jouer, sauf erreur de ma part, assurément, il est capable de jouer au centre, mais je pense qu'il est capable de jouer à l'aile droite. Fait que c'est un gars qui est capable de jouer à toutes les positions. Fait que c'est un gars qui est hyper intéressant au niveau de sa polyvalence. On parle quand même d'une production offensive très intéressante dans la Ligue américaine l'année passée du côté Reichel. C'est 56 matchs, 21 buts, 36 passes, 57 points, donc plus d'un point par match. Il a joué un petit peu dans la LNH, c'est 11 matchs, 1 point. C'est pas nécessairement le début qu'on aurait souhaité, mais si on lui donne du temps de glace de qualité, c'est un gars qui doit être capable de s'adapter au niveau de la LNH, puis c'est un joueur qui devrait théoriquement être top 6 dans l'organisation à moyen long terme. En fait, même à moyen court terme, parce qu'à 20 ans, il commence à être mûr. Par la suite, on y va avec le défenseur Alex Vlasic, un défenseur de 21 ans qui a joué dans la NCAA l'année passée, 32 matchs, 1 but, 7 passes pour 8 points, mais c'est un peu. Les statistiques offensives de Vlasic ne représentent pas l'étendue de son talent. C'est un gars qui a fait sa saison au niveau de la NCAA. Après ça, il a joué un petit peu dans la LNH, 15 matchs au total dans la LNH, excuse. Mais Alex Vlasic, c'est un des rares défenseurs à caractère défensif. Il a un très fort potentiel défensif, ce qui fait que ses statistiques offensives sont moins intéressantes. Et en plus, c'est un gars qui n'a pas un tout petit gabarit, on s'entend. Il mesure 6 pieds 6 et il pèse 200 livres. Le gars, il a le coup de patin nécessaire pour jouer dans la LNH, il a la stature pour jouer dans la LNH, puis son style de jeu étant défensif, ça se pourrait qu'on essaye de l'utiliser un petit peu au niveau de la LNH dès cette année. Question d'y donner de l'expérience, parce que le style de jeu défensif est quelque chose qui s'apprend beaucoup avec le temps. C'est pas quelque chose nécessairement qui tu vas avoir un talent inné de, exemple, la créativité, c'est souvent inné chez le joueur. Du côté du talent défensif, c'est que tu analyses ce qui se passe, puis tu assimiles. Et tu assimiles les informations qui te permettent de t'adapter au style de jeu. Puis dans le cas d'Alex Vlasic, c'est juste de s'adapter à la vitesse de la LNH. Et je pense que ça pourrait être intéressant de l'essayer dès cette année. À 21 ans, c'est un gars qui est déjà à la base mature. Et par la suite, en termes de 3e espoir du alacoupe.ca, eh bien, on y va avec Arvid Söderblom, un gardien de but de 23 ans. Lui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. C'est 38 matchs, 2,76, 919 d'efficacité. Ça n'a pas été glorieux quand il est venu dans la LNH. Il a joué un total de 3 matchs dans la LNH, 5,01. 863 d'efficacité, mais il s'en est bien sorti dans la Ligue américaine. Et là, c'est de savoir, est-ce qu'on l'envoie à l'abattoir? Si tu le montes tout de suite dans la LNH, parce que je pense que c'est assez clair qu'il n'y a pas nécessairement le niveau au niveau de la LNH, si tu l'envoies tout de suite dans la LNH avec une défensive poreuse comme ce qu'on a du côté des Hawks de Chicago, puis probablement beaucoup plus de défaites que de victoires pour la prochaine saison, peut-être est-ce que tu vas tuer le talent de ce gars-là. Fait que ça peut peut-être être intéressant de le garder au niveau de la Ligue américaine encore un petit peu, le temps que l'équipe se replace un peu, puis qu'on ait plus de prospects à haut niveau qui intègrent la formation, puis graduellement essayer de penser à le faire entrer. Mais ça, c'est juste une analyse personnelle là, à ce niveau-là. Si vous voulez avoir le dossier complet, eh bien, il est disponible sur le alacoupe.ca. Sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, vous pouvez avoir un texte beaucoup plus poussé sur les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH des Hawks de Chicago. Maintenant, ça ici, c'est mon alignement que je vous propose. Ce n'est pas un alignement qui est un alignement basé sur les entraînements ou quelque chose de même. C'est vraiment juste quelque chose que moi, je vous propose. Les gars qui sont en vert, c'est des joueurs qui sont des espoirs qui peuvent percer l'alignement dès cette année. Les gars qui sont en rouge, c'est des gars qui ont été acquis pendant la saison morte. Et les gars qui sont en bleu, c'est des gars qu'on connaît déjà. C'est pas nécessairement, dans certains cas, sont plus jeunes, dans certains cas, c'est des gars plus vieux. Bon, Kane, on s'entend qu'on le connaît très très bien, mais tu sais, un gars comme Radish, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il avait pas joué la saison complète avec les Hawks en 2020-2021, je pense. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, lui, il nous arrive de Tampa Bay. Fait que tu sais, peut-être qu'il y a des gars qu'on connaît beaucoup plus, d'autres un peu moins. Kyra, il a pratiquement pas joué avec les Hawks. Il s'est blessé presque tout de suite. 27 matchs, bang, fini. So, bref. On y va avec mon alignement que je vous propose. On y va all-in avec Lucas Reichel. C'est 1 point en 11 matchs au niveau de la Ligue nationale l'année passée, mais le jeune de 20 ans a quand même 57 points en 56 matchs, dont 21 buts l'année passée dans la Ligue américaine. Puis moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est de ne pas le faire jouer au centre tout de suite.
Parce que justement, il commence dans la LNH. Puis on dit souvent, la position de centre, c'est la position où tu dois être le plus responsable. Fait qu'on va le faire commencer à l'aile avec un joueur ultra responsable, Jonathan Toews. Fait que pour moi, je pense que c'est le meilleur move que je peux faire parce que offensivement, jouer avec Patrick Kane, c'est une mine d'or. Et pour le jeu défensif, jouer avec Jonathan Toews, c'est une mine d'or. Fait que c'est un projet à long terme pour les Hawks de Chicago. C'est probablement un de leurs meilleurs prospects. J'y vais avec les deux vétérans en or. Bref, Lucas Reichel à l'aile gauche de mon premier trio que je fais jouer avec Jonathan Toews. 37 points, 71 11 matchs l'année passée. Du côté de Toews, c'est sûr que ça ralentit au niveau de la production, mais c'est un joueur qui est surtout de leadership et responsable dans sa zone. Et par la suite, Patrick Kane que je fais jouer à l'aile droite de mon premier trio. C'est 92 points l'année passée pour Patrick Kane en 78 matchs. Là, au niveau du deuxième trio, j'ai commencé à m'amuser un peu plus, mais en même temps, j'y vais un peu plus à l'aveugle parce que c'est un peu plus compliqué. Les gars qui sont en rouge, c'est des gars qu'on a acquis pendant la saison morte. Donc, j'ai aucune idée s'ils peuvent bien fitter avec certains joueurs qui sont déjà dans la formation. C'est difficile d'anticiper. Alors, on a Atanasu. Qui nous arrive, je pense, c'est les Kings de Los Angeles, si je ne fais pas erreur. Il a joué 28 matchs l'année passée, c'est 17 points. Son ratio points par match était intéressant, mais c'est vraiment pas coulé dans le béton ce que je vous propose là, je tiens à le préciser. Parce qu'un gars comme Kourachev, il est pas vieux, lui, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il est genre début vingtaine. 21 points en 67 matchs l'année passée, ça pourrait être intéressant d'y donner quand même un certain temps de glace plus porté à l'attaque plutôt que de le faire jouer sur un troisième trio. Ça pourrait être intéressant, je dis bien. Par la suite, je le fais jouer avec Max Domi. Max Domi, 39 points en 72 matchs l'année passée. C'est un joueur qui est assez irrégulier du côté de Max Domi. Des fois, il est très intense. Des fois, il passe complètement inaperçu. Sa production offensive n'a pas été glorieuse l'année passée, mais peut-être que là, justement, s'il joue dans un top 6 puis qu'il a du temps en avantage numérique, ça va peut-être l'aider un peu au niveau de sa production offensive. Parce que c'est un gars qu'on sait qu'il a déjà fait 70 points dans la LNH. Vous allez me dire une fois, là. I know, mais c'est déjà arrivé. Fait que, il a peut-être le potentiel de le faire. Il n'est pas vieux quand même, Max Domi. Qu'on fait jouer avec il me semble que c'est Tyler Radish, si je ne fais pas erreur. En tout cas, qu'on fait jouer avec Radish, lui, c'est 22 points en 74 matchs l'année passée. Mais il me semble qu'il n'est pas vieux, Radish, si je ne fais pas erreur. C'est pas un gars qui est nouveau. C'est un gars qui, il me semble que c'est ça. Il a joué comme une partie de la saison l'année passée avec le Lightning, puis une partie avec les Hawks de Chicago. C'est un joueur à caractère offensif qui peut être intéressant. En termes de troisième trio, on y va avec Kucherov. Lui, c'est 21 points en 67 matchs l'année passée. J'en ai déjà parlé. Le vieux Tyler Johnson que je mets au centre de mon troisième trio, c'est 7 points en 26 matchs l'année passée. C'est pas facile pour lui. C'est vraiment pas facile pour lui. Parce que il a ralenti beaucoup, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, Johnson, quand il était avec le Lightning de Tampa Bay, il a été mis de côté beaucoup. Donc, ça a déjà été un gars qui est un gars important dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Il a perdu son importance par la suite. On a décidé de le laisser partir, puis il s'est ramassé avec les Hawks de Chicago. C'est pas évident, mais il reste quand même que c'est pas un gars qui est chialeux, c'est un gars qui fait sa job, il est présent quand il n'est pas blessé. Au moins, il est présent. Fait que ça peut être intéressant de le faire jouer un petit peu. Donc, bref, Tyler Johnson que je mets au centre de mon troisième trio. Et par la suite, au niveau de mon aile droite, j'y vais avec Blackwell. L'année passée, c'est quand même 20 points en 58 matchs. Donc, ça aurait pu être intéressant de le mettre dans mon top 6 plutôt que de le mettre dans mon troisième trio. Mais je pense que c'est quand même c'est des gars qui peuvent être interchangeables. Fait que tout dépend là, comment la saison va. On va pouvoir jouer avec les gars. Moi, c'est ça que je vous propose. En termes de quatrième ligne, j'y vais avec Kaera. C'est 3 points en 27 matchs l'année passée. Mais c'est un gars qui est tout le temps blessé, ce gars-là. Fait que même si je le mets dans l'alignement, il y a des bonnes chances. Puis sa tête, là, les commotions cérébrales, ça commence à être problématique. C'est un joueur qui est un joueur à gros gabarit, qui aime ça, tu sais, frapper. Mais il est très fragile au niveau des commotions cérébrales. Fait que c'est quelque chose de risqué de le mettre dans ton alignement. Mais si les Hawks veulent miser là-dessus, que le gars veut jouer, ben là, à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais pas trop de minutes, peut-être moins de risques de blessure. Puis éventuellement, il y a des fortes chances qu'un gars comme Tkachuk puisse bénéficier d'absence de certains gars. Je fais jouer Sam Lafferty, c'est 13 points en 56 matchs l'année passée, au centre de mon quatrième trio. Et Ant Westall, 12 points en 55 matchs l'année passée à l'aile droite de mon quatrième trio. Je ne le connais pas vraiment, fait que je ne peux pas en parler beaucoup. Par la suite, en termes de mes paires de défensives, eh bien, on commence avec Jake McCabe. C'est 22 points. Ouais, 22 points en 75 matchs l'année passée, mais le général à la défensive est clairement Seth Jones, qui est mon premier défenseur droit. C'est 51 points en 78 matchs l'année passée. Du côté de Seth Jones, on a déjà connu des années plus glorieuses sous les Blue Jackets de Columbus. C'est un gros défenseur qui est mobile, qui aime se porter à l'attaque. Mais il n'est pas arrivé dans le bon temps à Chicago. C'est ça qui est un peu dommage. Par contre, il a quand même fait un petit bonheur, puis c'est celui d'embaucher son frère, Caleb Jones. Fait que ça, c'est intéressant pour ce qui est de peut-être la dynamique, mettons, au sein de l'équipe. Mais sinon,
il est signé pour plusieurs années dans une organisation qui s'en va dans un rebuild, mais ceci étant dit, il n'est pas super vieux non plus. Là. Je pense que c'est plus problématique pour des gars qui sont à la mi-trentaine comme Kane puis Taves, le fait qu'on rentre dans un gros rebuild que pour un gars comme Seth Jones. Mais les années vont être maigres, les années à venir. Fait que de faire 51 points, c'est quand même pas trop mauvais là, pour un défenseur dans une organisation qui a autant rushé l'année passée. Par la suite, on y va avec le vétéran Jack Johnson, 9 points en 74 matchs. L'année passée, un défenseur plus défensif. C'est pas un défenseur qui est étincelant, c'est pas un défenseur qui est hyper solide, mais il est capable de jouer défensivement. C'est pas une défensive qui va être très forte du côté des Hawks de Chicago. Alors la suite, on y va avec Connor Murphy qu'on fait jouer du côté droite. C'est 10 points en 57 matchs. Les Hawks croient en Connor Murphy. On lui donne du temps de qualité-ish, mettons. C'est un défenseur plus défensif qui roule sa bosse avec les Hawks de Chicago depuis maintenant quelques années. Je ne qualifierais pas nécessairement top 4. C'est mon opinion. Par la suite, on y va avec le jeune Alex Vlasic qu'on fait jouer ici sur ma troisième paire. C'est 2 points en 15 matchs dans la LNH l'année passée, mais il avait bien fait au niveau de la NCAA. Puis comme je vous ai parlé, c'est un joueur à très gros gabarit qui a quand même un bon coup de patin. Puis c'est un gars qui peut être très intéressant pour la LNH dès cette année, parce qu'il a 21 ans quand même. Donc, dans son cas à lui, ça serait peut-être intéressant d'y donner un peu d'expérience, parce que comme j'ai mentionné tantôt, le jeu défensif, ça s'apprend avec le temps. Fait qu'il faut y donner de la glace. Puis il faut y donner de la glace, selon moi, dans la LNH où c'est très rapide pour qu'il s'habitue à ce style de jeu-là très rapide. Qu'on fait jouer avec le frère de Seth Jones. Caleb Jones, c'est 15 points en 51 matchs, qui est quand même un défenseur plus... c'est un défenseur plus défensif, mais 6-7e défenseur. Et puis, on a Stillman que je fais jouer comme scratch. Lui, c'est 12 points en 52 matchs l'année passée. Aussi un défenseur, 6-7e défenseur. Là, au niveau des gardiens de but, c'est là où ça devient terrible. Terrible. Du côté des Hawks de Chicago, on a décidé de mettre notre confiance en Peter Mrazek et Alex Stalock. Ouh! Ça n'a pas été facile ni pour un ni pour l'autre l'année passée. C'est clairement pas avec ça que tu compétitionnes pour une place en série. 0 pinball. 0. Alors, du côté de Peter Mrazek, c'est 20 matchs dans la LNH l'année passée, 3.34, 889 d'efficacité. Ça, c'était avec les Maple Leafs de Toronto. Puis, mon Dieu, que sa technique était pas là pantoute. C'est un gars qui... Sa confiance était pas là. Sa technique était pas bonne. Je sais pas. Pour moi, c'est un gardien de but qui a peut-être même plus sa place au niveau de la LNH. Mais du côté des Hawks de Chicago, on y va avec lui. Et on y va avec Alex Stalock. Du côté d'Alex Stalock, c'est un match dans la LNH l'année passée. Bon, un match, on ne se fiera pas vraiment à ces statistiques-là. 7.83 de moyenne, 786 d'efficacité. On se calme. Il a surtout joué au niveau de la Ligue américaine. Et dans la Ligue américaine, 12 matchs. Pas beaucoup. 4.04, 872 d'efficacité. Fait que c'est ça. Les gardiens de but à Chicago, c'est ça. Et par la suite, on a notre espoir qui va peut-être avoir sa chance. Mais comme je dis, ça serait peut-être de l'envoyer à l'abattoir aussi, d'y faire commencer la saison à Chicago. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais Arvid Soderblom, 3 matchs dans la LNH l'année passée, 5-0-1, 863 d'efficacité. Mais dans la Ligue américaine, quand même 38 matchs, 2,76, 919. Il a bien fait au niveau de la Ligue américaine. Ça n'a pas été facile au niveau de la LNH. Fait que c'est ça. L'organisation des Hawks de Chicago, il y a eu beaucoup de changements qui ne sont pas nécessairement des changements très intéressants au niveau de l'impact. C'est terrible au niveau de la position des gardiens de but. C'est so-so au niveau de la défensive. Puis j'ai l'impression qu'au niveau de l'attaque, c'est très interchangeable. Fait que bref, à part peut-être la première ligne que j'aime vraiment beaucoup, là, mais le reste, là. Fait que moi, c'est une équipe qui met 0 pied de barre en confiance. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, les Hawks de Chicago sont all-in pour Connor Bedard, c'est-à-dire pour finir dernier dans la ligue. C'est une équipe qu'on verra même pas être même pas proche d'être dans la course aux séries éliminatoires. Alors faites-moi savoir d'après vous où les Hawks vont terminer. Est-ce que d'après vous, comme moi, ils sont dans la course pour Connor Bedard? Est-ce que vous pensez qu'ils sont peut-être dans la course pour la place en séries éliminatoires? Si tel est le cas, expliquez-moi comment est-ce que vous voyez les choses, parce que j'ai de la misère à croire qu'on peut croire que cette équipe-là va courir pour une place en série. Exprimez-vous, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. On n'oublie pas de faire un petit j'aime sur la vidéo et de la partager également pour qu'un maximum de gens nous parlent de hockey. C'est toujours plaisant de se rejoindre entre hockey fans. Mais d'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Puis si vous vous abonnez, on active la petite cloche. See ya!